Salut, c'est Anouk et bienvenue dans la chambre froide. Dans cette vidéo, tu l'as bien compris, je vais te parler des films d'horreur des années 80 que je préfère. On a déjà fait la vidéo sur les années 60, les années 70, que je te conseille d'aller voir. La décennie dont on parle est tellement riche en classiques et en films d'horreur incroyables, avec un grain tout particulier que j'adore. Bref, un enfer d'en choisir que 7. Du coup, s'il te plaît, pas d'esclandre dans les commentaires. Et pour me faciliter la tâche, je peux déjà te dire qu'il n'y aura pas tous ces grands classiques que je vais te citer, que d'ailleurs si tu n'as pas encore vu, évidemment je te les conseille. Donc il n'y aura pas, attention, je respire, Shining de 1980 de Stanley Kubrick, Vendredi 13 de 1980 de Sean Cunningham, Evil Dead de 1981 de Sam Raimi, Creepshow dont j'ai fait une vidéo de 1982 de George A. Romero, Poltergeist de 1982 de Tobe Hooper, The Thing de 1982 de John Carpenter, Christine de 1983 de aussi John Carpenter, Les Gremlins, mon petit film doudou de Noël de 1984 de Joe Dante, et évidemment Les Griffes de la nuit de 1984 de Wes Craven, La Mouche de 1986 de David Cronenberg, Hellraiser de 1987 de Clive Barker, Jeux d'enfants de 1988 de Tom Holland, et pour finir Cimetière de 1989 de Mary Lambert. Donc voilà, ça sera tous ces films dont on ne parlera pas dans cette vidéo. J'aurai sûrement l'occasion de t'en parler peut-être dans d'autres. C'est des films qui pour moi sont inclassables, de grands classiques, et ça m'a vraiment facilité dans la tâche pour cette vidéo. Bref, je vais abréger cette très longue intro pour te faire découvrir mes films d'horreur préférés des années 80. Et on commence par l'année 1981 et il est sorti le film Possession de Andrzej Zulawski, et c'est un film qui nous vient de France. On se retrouve à Berlin, là où vit Anna avec son fils Bob. Un jour, le mari d'Anna, Marc, revient de son long voyage d'affaires pour les retrouver. Mais l'arrivée ne sera pas forcément une bonne surprise. Bon, alors ici on commence très fort avec ce film, mais que j'aime de tout mon cœur. Je suis vraiment à chaque fois bouche bée devant et je comprends plein de choses différentes à chaque fois. C'est vraiment toute la beauté des films surréalistes et abstraits. Vu que je suis très fan de ce genre, où à chaque visionnage il t'emmène ailleurs ou te fait comprendre un tout autre pan de l'histoire, et avec les bizarreries qui vraiment te restent et t'accompagnent dans les coins obscurs et fabuleux. Possession est pour le coup l'un de ces genres de films qui me fait tout à fait cet effet-là. Ici j'y vois une œuvre sensationnelle qui explore de manière viscérale la douleur de l'amour, du désir et de la frustration. Tu sais, cet amour qui possède, l'amour qui détruit, qui inonde, qui amène à la perte de soi, aux pulsions destructives. Dans un marasme métaphorique et cauchemardesque, tu vas te faire prendre en otage dans cette relation sans pouvoir te détacher les yeux de l'écran. Le film a été tourné et il se passe en pleine guerre froide à Berlin, avec le mur en toile de fond reflétant et accentuant la paranoïa, la surveillance et la tension. Ce film vraiment me donne des frissons partout et m'émerveille pour son fond, mais aussi pour sa forme. Une mise en scène unique et puissante qui rend l'œuvre encore plus folle et merveilleuse. Avec ses mouvements de caméra tantôt fluides, tantôt nerveuses, crée une atmosphère ultra instable et désorientante. L'esthétisme dérangeant, dingue et contrasté m'a tout bonnement fasciné. L'élément horrifique principal, si tu l'as vu, tu vois duquel je parle, a été créé par l'artiste Carlo Rambaldi, à qui l'on doit entre autres l'extraterrestre dans E.T. Mais apparemment, le rendu ne plaisait pas trop au réalisateur, qui a fait des modifications en dernière minute. Personnellement, j'aime énormément cet élément-là, filmé aussi de manière extrêmement intelligente. Elle représente, à mon sens, le désir et les pulsions refoulées, comme une espèce de divinité grotesque qui se nourrit de la souffrance et la frustration sexuelle. Bref, une œuvre inclassable et audacieuse qui va t'emmener dans un rêve fait d'amour et de douleur que je te conseille évidemment à 100%.
Et on passe à l'année 1982 et il est sorti le film Next of Kin de Tony Williams et c'est un film qui nous vient d'Australie et de Nouvelle-Zélande. Dans ce film, on est avec Linda qui revient dans sa ville natale car elle a hérité d'une maison de retraite par sa mère. Elle n'est pas spécialement emballée à garder ce lieu et des événements étranges vont perturber ses plans. Alors j'aime énormément ce film qui est très peu connu. Du coup, je suis ultra contente de pouvoir le partager avec toi. Bon, déjà, il nous vient d'Australie. Dois-je vraiment te rappeler que je suis fan du cinéma d'horreur australien? Et Next of Kin ne déroge évidemment pas à la règle. La simplicité de ce film n'enlève en aucun cas son côté singulier et tout bonnement très cool. Ici, on est plus dans un thriller psychologique, un peu slasher, à l'ambiance oppressante et mystérieuse, qui met en avant des personnes âgées, ce qui est très rare dans ce genre de film, et cela m'a vraiment beaucoup plu. Ce qui amène évidemment le sujet de la vieillesse et de la perte de contrôle de manière inhabituelle et très intéressante. Mais il parle aussi des liens familiaux et l'héritage qu'il nous impose et de la dualité entre les souvenirs et l'imaginaire. Son rythme lent renforce le côté angoissant et anxiogène. L'esthétisme que j'adore est très bien maîtrisé, avec une mise en scène très stylisée où chaque plan est étudié pour servir l'atmosphère et le sentiment. La maison de retraite est elle-même un personnage à part entière en participant à l'état mental de Linda. D'ailleurs, j'aime beaucoup son personnage, joué par l'actrice Jackie Kerin, une femme indépendante et intéressante. Pour moi, c'est un petit bijou du cinéma australien qui te propose une expérience unique et que je trouve bien trop sous-estimée, donc à regarder au plus vite. Et on passe en 1983 et j'ai choisi le film Vidéodrome de David Cronenberg et c'est un film qui nous vient des États-Unis. Ici nous sommes avec Max qui découvre des images perturbantes à la télévision. Il veut essayer de comprendre et s'embarque dans une aventure qui va vite le dépasser. Bon, là on est clairement dans un classique de genre réalisé par le très connu et merveilleux David Cronenberg, le maître du body horror. Pour situer si tu ne le connais pas très bien, il nous a réalisé des films incroyables comme Frisson, Chromosome 3, La Mouche, Faucon Blanc ou encore History of Violence. Bref, des films complètement dingues que j'adore. Mais si je devais en choisir que un, parce que m'en met un couteau sous la gorge, Vidéodrome. Et oui, pas de lâchage aux commentaires, je t'explique pourquoi. Bon, je vais essayer de faire court et te parler de ce chef-d'œuvre visionnaire et fascinant. Tout d'abord, les thèmes principaux sont bien sûr la critique des médias, la façon dont ils manipulent et la façon dont on la surconsomme. Ces effets déshumanisants posent la question sur la réalité virtuelle avant l'heure et ce qui nous reste dans une société saturée par les images. Ce qui finalement est assez ironique vu qu'on regarde un flux d'images à ce moment-là. Une fusion entre l'organique et le mécanique dans une nouvelle forme d'existence, ce qui me subjugue et me terrifie à la fois. La célèbre phrase traduit en français par longue vie à la nouvelle chair, est le parfait symbole de la nouvelle forme d'existence. Bon, évidemment, si on commence à partir sur l'esthétisme, qui est extrêmement unique et dont je suis complètement fan, ça pourrait être développé pendant des heures. Donc, je vais me calmer et je vais juste dire que c'était ultra innovant de voir des effets spéciaux comme ceci à l'époque, que la mise en scène est un élément clé qui joue sur le voyeurisme, l'ambiguïté, la confusion, tout en intégrant un esthétisme sublime et propre à Cronenberg. Évidemment, les objets prennent une dimension très symbolique. Le travail sur les éclairages et les couleurs te promène entre le chaud et le froid pour accentuer le conflit intérieur du personnage. Bref, chaque choix visuel est réfléchi pour t'immerger dans une expérience que tu n'es pas prêt ou prête d'oublier. On saute en 1985 et j'ai choisi le film Phenomena de Dario Argento et c'est un film qui nous vient d'Italie. Dans cette œuvre, on se retrouve dans une pension en Suisse où est envoyée la jeune Jennifer. Elle se sent plutôt seule et abandonnée. Elle va explorer les environs le jour par curiosité et la nuit à cause de son somnambulisme. Alors j'ai dit dans une vidéo précédente que je n'étais pas très fan du style giallo, mais
attends, il y en a quand même que j'aime beaucoup, surtout et principalement Phénoména. Et tu l'as compris, il est réalisé par l'un des plus grands maîtres de ce style, Dario Argento, qui pour info, si tu sais pas trop qui c'est, il a réalisé des super films et des films iconiques comme Les Frissons de l'Angoisse, Suspiria et bien sûr Inferno. Mais bon, mon coup de cœur reste celui-là, et voilà en très résumé pourquoi. Le réalisateur a su mélanger avec habileté les éléments typiques du giallo avec du fantastique, ce qui m'a tout particulièrement séduite. Dans ce film, les insectes sont des personnages centraux, illustrant la nature et la puissance, mais aussi le rejet et le dégoût qu'ils inspirent du simple fait d'exister. Des aspects qui fusionnent parfaitement avec le personnage principal de Jennifer, jouée par l'incroyable et à cette époque toute jeune Jennifer Connelly. Elle traverse comme une quête initiatique, comme celle du passage à l'âge adulte. Mais ce qui m'a davantage plu, c'est qu'elle est au centre de l'action. Elle devient une figure d'autonomie et de résilience face à des figures d'autorité. Évidemment, quand tu vois un film de Dario Argento, tu penses bien que tu vas en prendre plein les mirettes. Même s'il est loin d'être aussi criarde et coloré que certaines de ses autres œuvres, Phénoména reste magnifique dans son esthétisme, avec toujours un travail de couleurs magnifique et symbolique, des paysages alpins vastes et isolés, des plans fluides et une utilisation du mouvement magistrale. Tout ça donne un visuel au film qui juste me fascine. Ah oui, puis la bande son, elle est tellement surprenante. Entre les morceaux de Iron Maiden et Motorhead, qui contrastent totalement avec la musique d'ambiance composée par Goblin. En bref, un aspect hybride qui oscille entre la tension classique et l'énergie brutale. Beaucoup de gens ne le trouvent pas parfait, mais à mes yeux, il reste un film atypique que je te conseille bien évidemment. Et on passe à l'année 1985 et j'ai choisi le film Le Jour des Morts Vivants de George A. Romero, et c'est un film qui nous vient des États-Unis. Dans ce film incroyable, nous sommes dans un monde où les morts vivants envahissent les villes depuis déjà un certain temps. On va suivre une équipe de militaires, de chercheurs et chercheuses dans une base souterraine. Bon, je vous ai déjà parlé vaguement de ce film dans cette vidéo, mais c'était surtout axé sur le personnage du docteur Sarah Bowman, que j'aime de tout mon cœur et qui existe grâce au merveilleux George A. Romero, le grand maître des zombies et une grande figure du cinéma d'horreur. Et c'est un réalisateur qui nous a offert de films merveilleux et très cool comme la trilogie La Nuit des Morts Vivants, Dawn of the Dead et celui dont on va parler, mais il a aussi réalisé The Amusement Park ou Creepshow. Bref, tu l'as compris, un génie dans sa catégorie. Mais qu'en déplaise à certains, mon film préféré de ce réalisateur, eh bien, c'est Le Jour des Morts Vivants. Et je t'explique pourquoi. C'est donc un film qui te raconte avec une horreur viscérale des aspects importants et profonds en gardant le divertissement et le visuel que tu aimes voir quand tu regardes un film de zombies. À travers cette œuvre, Romero pousse l'idée que face à une crise, la violence autoritaire, la division hiérarchique et sociale deviennent des menaces destructives autant que celles extérieures. Les zombies reflètent clairement l'humanité, particulièrement avec le personnage de Bud, que j'adore. Son évolution contraste avec la régression des hommes dans leurs instincts les plus primitifs. Si La Nuit des Morts Vivants et Dawn of the Dead laissent place à une certaine lutte collective, avec ce troisième film beaucoup plus sombre, Romero montre un effondrement total des valeurs humaines. Son esthétisme très brut dans ce souterrain dépourvu de paysages et de nature qui crée un sentiment d'oppression et de fatalité. Un huis clos réaliste et cru qui te fera suffoquer. Le maquillage et les effets gore que l'on doit comme d'habitude, au très grand Tom Savini, est spectaculaire et réaliste pour l'époque. Le cadrage, le montage, les couleurs et la bande-son s'harmonisent pour que l'expérience brutale, fatale et claustrophobe soit vécue à 100%. Le Jour des Morts Vivants est un film que je porte tout particulièrement dans mon cœur pour toutes ces raisons. Mais tu l'as compris, la raison numéro 1, c'est elle. Le docteur Sarah Bowman, interprétée par l'actrice Laurie Cardille. Et c'est une véritable
icône, un exemple et un personnage si rare, surtout pour cette décennie. C'est vraiment une héroïne complexe et puissante. Réfléchis si tu tiens à la vie. Et je vais t'expliquer pourquoi très rapidement. Elle n'est tout d'abord jamais stéréotypée, elle n'est ni victime ni séductrice. Elle est une scientifique compétente, intelligente, autonome et rationnelle. Elle est aussi émotionnellement très stable, alors qu'elle est entourée uniquement d'hommes qui s'effondrent peu à peu sur le poids de leur pulsion, de leur agressivité ou de leur paranoïa. Et bon, elle tente avec bravoure et force de survivre dans un monde où elle n'est non seulement entourée de zombies, mais aussi d'hommes égocentrés, violents et irresponsables. Ce personnage est donc sérieusement traité et développé, et du coup, il contraste totalement avec les conventions sexistes inhérentes au cinéma. Bref, une pièce maîtresse et essentielle du genre zombie que tu ne dois évidemment pas louper. Et on saute directement en 1988 et je vous ai choisi le film The Blob de Cook Russell, et c'est un film qui nous vient des États-Unis. Nous sommes ici dans une petite ville des États-Unis lorsqu'un jour une météorite tombe en plein cœur de la forêt. Un sans-abri très curieux s'en approche d'un tout petit peu trop près. Bon, je sais que tu sais que ici on parle uniquement de mes coups de cœur. Et tu as compris, The Blob, on est carrément un. Je suis vraiment fan de ce film qui mélange horreur et science-fiction avec une touche d'humour. Il traite d'un sujet typique des années 80 avec la méfiance des institutions et des expériences militaires. On peut y voir aussi la différence de classe entre les grandes élites et la classe populaire, ou encore l'angoisse de la perte de contrôle. Mais le vrai sel de ce film réside dans sa forme divertissante et ultra cool, avec son action non-stop qui perd pas de temps et plonge directement dans le vif du sujet. Ces personnages surprenants, Meg reste très badass et courageuse, alors que Brian est, comment dire, cliché ambulant, mais qu'on aime voir dans ce genre de film. Avec sa dose de second degré, ça en fait un parfait mélange de terreur et de plaisir décomplexé. Et le meilleur, à mes yeux, c'est bien sûr le blob. Chaque attaque, chaque confrontation sont très impressionnantes et tellement bien exécutées. Je suis toujours, mais tellement impressionnée par cette créature rose bonbon qui ressemble à un vieux chewing-gum, mais qui est si puissante, dangereuse et terrifiante. Ces effets spéciaux sont juste spectaculaires et intemporels que je reste subjuguée à chaque visionnage. Cette chose étrange qui se faufile partout et sème le chaos, eh bien, je vais te dire que je l'adore. Un véritable spectacle unique, jouissif et complètement dingue que tu dois regarder absolument. Et on passe en 1989 et ça sera le dernier film. Je vous ai choisi Santa Sangre de Alejandro Jodorowsky et c'est un film qui nous vient du Mexique et d'Italie. Ici on est tout d'abord avec Phoenix. Suite à de nombreux drames familiaux, il fait un séjour dans un hôpital psychiatrique. Un beau jour, il s'échappe pour retrouver sa mère. Oh mais je suis tellement contente de pouvoir enfin vous parler de ce film, qui est d'ailleurs un de mes films préférés de la filmographie de Alejandro Jodorowsky. Donc dans ce chef-d'œuvre surréaliste, on explore des thèmes très profonds à travers un esthétisme vraiment mais unique, qui est tout simplement l'univers mythologico-onirique de Alejandro Jodorowsky. Donc on explore, avec la relation entre la mère et son fils traumatisé par son passé, la dépendance affective et la manipulation. Les pratiques de la mère incarnent une critique des institutions religieuses, notamment leur hypocrisie et leur contrôle. Il s'agit d'autant d'un drame familial que un conte initiatique regorgeant de symboles religieux, psychanalytiques et mythologiques. Une analyse que tu peux étendre presque à l'infini. Ce film est une vraie pièce d'art visuel et sonore. Ce voyage surréaliste t'emmène à travers des scènes pensées comme des tableaux. L'entièreté de sa forme est onirique, théâtrale et grotesque. Les couleurs très vibrantes, la mise en scène stylisée, les jeux des actrices intenses, une narration fragmentée, la bande-son immersive et les images viscérales et audacieuses t'offrent une œuvre fabuleuse et profonde comme tu n'en as jamais vu. Tout est si soigneusement réalisé dans les moindres détails, sans éluder le côté horrifique et divertissant. Une véritable aventure qui doit se visionner avec l'esprit ouvert, mais qui, je te l'assure, restera gravée. Voilà, c'est tout pour cette vidéo spéciale film d'horreur des années 80. Je pense bien
bien que tu es un peu frustré de pas avoir eu certains films, mais j'ai dû faire des choix, crois-moi, très douloureux. Et surtout, pourquoi pas en faire une partie 2. N'hésite pas à mettre en commentaire ton avis sur la vidéo et ta propre liste des films d'horreur que tu préfères de cette décennie. Donc si tu as aimé cette vidéo et que tu as envie que ça continue, tu sais comment faire. En t'abonnant ici et en likant en bas, en commentant tout ça et en partageant au monde entier. Mais surtout, n'oublie jamais de croire ton gosse. Ciao. Did you do this?